Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre nouvelle émission. Aujourd'hui, nous recevons donc Baudouin de Charnay, professeur, maître de recherche au Fonds national de recherche scientifique de l'Université libre de Bruxelles. Bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous introduisez avec Philippe Liévin un ouvrage sur la pensée des hommes et surtout avec un dossier édité par Jacques Lemaire qui finalement parle du culte des mystères. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que le culte des mystères existe? C'est quoi le culte des mystères? Écoutez, c'est une appellation qui est antique. Donc en fait, vous avez une part de l'histoire des idées qui se situe aux alentours entre le 1er et 3e siècle de l'ère chrétienne. Vous avez une efflorescence dans l'Empire romain qui était un géant sur le plan de l'époque au niveau géographique, d'un ensemble de cultes qu'on appelle les cultes à mystère. Et donc ce sont des sociétés initiatiques au sein desquelles, parfois secrètes, mais parfois plus visibles qu'on ne le pense, au sein desquelles on pratiquait donc des mystères. Et ces polythéistes avaient notamment une piété particulière qui était adressée à, par exemple, Mithra, qui est un dieu qui vient d'Orient, par exemple Isis et Osiris, dont on sait qu'ils viennent d'Égypte, par exemple Agdistis, qui vient davantage du côté de l'Asie mineure. Enfin bref, toute une série de déités qui apparaissent comme étant des déités transversales par rapport aux déités traditionnelles. Déités traditionnelles, déités transversales, tout ça approche un peu l'expression secret. Est-ce qu'il y a du secret? Il y a certainement du secret. Dans l'Antiquité mais classique et même après, on ne divulgue pas facilement les rites que l'on a traversés dans ces types de sociétés. C'était même assez strict. Donc nous sommes souvent assez mal informés, soit par des auteurs qui sont des détracteurs, certains pères de l'Église, ou bien même parfois par les auteurs eux-mêmes qui ont été initiés, mais qui ne font que des allusions. Donc autant dire que quand on travaille ces matières, on parle plutôt au conditionnel que dans un langage assuré. Est-ce que ce n'est pas pour éviter finalement d'avoir l'avalanche de critiques qu'on parle souvent en conditionnel? Parce que par exemple en journalisme, on a un scoop à donner, on met plutôt la phrase au conditionnel pour éviter, pour se dédouaner. Est-ce que finalement c'est plutôt pas ça? Ici c'est plutôt les historiens des religions, les philosophes spécialisés sur les religions également, les philologues, qui faute de possibilité de recouper les sources, mettent tout à l'hypothétique. Et vous parliez tantôt de mystère antique et de mystère contemporain. Est-ce que finalement on doit y voir une différence entre ces deux mystères-là? Alors ces mystères antiques que j'ai brièvement cités, donc Mithra, Isis, Osiris, Agdistis, mais il y en a bien d'autres, vont avoir exercé une influence sur les imaginaires à partir de la Renaissance, donc à partir du XVIe siècle. Et certaines confréries initiatiques, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, le néopythagorisme, le néognosticisme, etc., vont se revendiquer de ces mystères, parfois affirmant en être les héritiers. Est-ce qu'ils sont vraiment ces héritiers-là, d'après vos recherches? Selon moi, non. Si l'on prend vraiment le point de vue historique, il n'y a aucune tradition qui peut se prévaloir d'une filiation directe et continue avec l'Antiquité. Par contre, les enjeux, les idées qui sont derrière, là, il peut y avoir des analogies, et de ce point de vue-là, oui, ils peuvent se revendiquer partiellement comme en étant les héritiers. Et finalement, ces héritiers-là qui ont emprunté des chemins que la plupart de ceux qui sont dans ces cultes à mystère, je vais parler, donc des chemins d'initiation, par exemple, est-ce que l'initiation, par exemple, dans les cultes à mystère, c'est quelque chose de très important? Que signifie d'ailleurs l'initiation? L'initiation, de façon générale, c'est atteindre un autre état au travers d'un rite et que cet état soit reconnu par autrui. Il faut un tiers, autrement c'est du romanesque, mais il faut un tiers qui sanctionne le fait que vous avez passé un niveau. Vous avez des initiations de type sociologique, par exemple se marier. Voilà, tout le monde est au courant que vous vous êtes marié, vous êtes passé d'un état à un autre. Vous, ça n'a peut-être pas d'influence sur vous, mais les autres ont un autre regard sur vous. Vous avez des initiations davantage liées aux religieux ou aux spirituels qui, elles, s'attachent davantage à des états de type spirituel ou liés à la religiosité. Et là, bien sûr, c'est plus impalpable. Les cultes à mystère dont on parlait, c'est davantage dans cette voie-là. Et les héritiers de ces cultes à mystère, dans cette voie-là d'initiation et de ritualisation certainement, parce que qui parle d'initiation parle de ritualisation et de rituel, je pense un peu à la franc-maçonnerie. Est-ce que les francs-maçons sont-ils des héritiers de ces cultes à mystère? Alors dans le petit volume que nous avons édité avec Philippe Liévin, il est question à plusieurs reprises de la franc-maçonnerie, plusieurs chapitres. Il y a eu un héritage certainement qui est un héritage
qu'on pourrait qualifier de pré-romantique au travers de tout ce qui était la fascination pour l'Égypte ou pour la Babylonie. Si vous regardez, ne fût-ce que sur Internet, l'ensemble des temples maçonniques un peu disséminés partout dans le monde et qu'on peut visiter par exemple lors des journées du patrimoine, vous verrez qu'il y a un ensemble de temples très fortement influencés par ces architectures particulières, égyptianisantes et autres. Bon, ça c'est un pan. Mais en Belgique, il y a eu un personnage, Goblet d'Alviela, au XIXe siècle, qui a introduit dans certains rituels maçonniques des passages qui font des références à ces mystères antiques. Et donc, la Belgique, plus particulièrement, du moins certaines de ses composantes maçonniques, ont été influencées par ça. Et alors, ce premier volume aujourd'hui qui sort, et qui est sorti d'ailleurs en Belgique et disponible en français, permet d'appréhender donc l'ensemble de ces cultes à mystère, de savoir un peu plus sur comment est-ce que ces cultes sont nés et finalement, qui en sont les tenants et les aboutissants. Ce travail de recherche que vous avez fait sous un dossier bien établi par Jacques Lemaire, finalement, vous, en tant qu'historien, vous a-t-il permis d'apprendre un peu plus ou pas ? On apprend toujours, parce que ce sont des domaines où vous êtes obligé de travailler de façon croisée. Vous travaillez avec des philosophes, avec des historiens, avec des philologues, avec des archéologues, etc., des linguistes. Donc finalement, vous devez travailler de façon croisée pour appréhender des matières aussi complexes. Donc là déjà, on apprend à coup sûr. Et puis deuxièmement, au-delà de la dimension historique ou socio-historique, vous avez aussi un fil rouge qui traverse l'ensemble de ce volume, qui est tenté de définir qu'est-ce que l'initiation. Et là, pour le coup, il y a autant de définitions que de chercheurs. Professeur Baudouin de Charnay, merci beaucoup. Vous avez bien compris que la distanciation était bien respectée. Si vous me permettez une phrase, je vous dirais, nous avons une phrase à San Prisca à Rome, dans un temple qui était secret dédié à Mitra, qui en latin nous dit tout simplement « Il faut traverser avec courage les temps sombres ». Il faut traverser avec courage les temps sombres. Donc ce sera sur cette belle phrase que nous allons clôturer donc, cette émission. Merci à vous. On se revoit à la prochaine émission. Bonsoir chez vous.